Les Vision Transformers sont en train de révolutionner la vision par ordinateur. Ils ont permis des avancées impressionnantes dans divers domaines, comme la classification d'images, la détection d'objets et la segmentation d'images, dépassant souvent les performances des réseaux convolutifs traditionnels. Cependant, même ces modèles puissants rencontrent des défis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel article publié à l'ICLR 2024 et intitulé Vision Transformers Need Registers par les chercheurs de Meta et de l'INRIA. Ils ont découvert que des informations anormales, des anomalies, il y a des anomalies, des incohérences, appelées artefacts, apparaissent dans certaines couches du réseau Vision Transformers. Ils ont enquêté pour découvrir l'origine de ces anomalies et comment améliorer la précision des Vision Transformers. C'est parti. Permettre aux ordinateurs de comprendre et d'interpréter visuellement le monde est une tâche complexe, connue sous le nom de vision par ordinateur. Avant l'apparition du deep learning, les solutions reposaient sur des méthodes conçues manuellement par des experts. Le deep learning a transformé la vision par ordinateur, mais il demande une énorme quantité de données, ce qui est particulièrement difficile dans des domaines spécialisés comme la médecine ou l'ingénierie. Aujourd'hui, il est courant de préentraîner des modèles sur des tâches pour lesquelles on dispose de beaucoup de données, et puis d'utiliser ces modèles comme des extracteurs de représentation. On fige alors le modèle préentraîné et on entraîne seulement une couche externe qui va effectuer la prédiction. Avec cette approche, les Vision Transformers se sont révélés très efficaces sur de nombreuses sous-tâches. Diverses méthodes, comme Dino, que nous avons abordé dans une vidéo précédente, ou encore IJPA, sont basées sur cette technique et atteignent des performances qui sont impressionnantes, pourtant avec un petit nombre de données annotées. Étant capable de se concentrer sur des parties sémantiques de l'image, certaines couches d'attention des Vision Transformers sont même directement interprétables. Et c'est ici que commence notre enquête. Les auteurs ont voulu appliquer la méthode LOST en utilisant un Vision Transformer préentraîné avec la méthode Dino V2. Alors, la méthode LOST, ici, des miracles peuvent se produire, permet de découvrir des objets sur une image de manière totalement non supervisée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des données annotées par des êtres humains. Cependant, Dino V2 s'est révélé totalement incompatible avec LOST. Ça n'existe pas, les miracles, John. Alors que cette méthode fonctionnait très bien avec la première version de Dino et que Dino V2 est censée être plus puissante, plus performante. Cela démontre manifestement que Dino V2 se comporte de manière différente de la première version de la méthode Dino. Mais alors, qu'est-ce qui rend Dino V2 si différent ? Mais peut-être qu'en fait c'est Dino V1 qui est une exception. Avant ça, nous allons replonger rapidement dans le fonctionnement des Vision Transformers. Un Vision Transformer est un type de modèle en deep learning qui applique le concept des transformers, initialement développé pour le traitement du langage naturel, à la vision par ordinateur. La structure d'un Vision Transformers commence par diviser une image en petites régions de taille fixe, appelées patchs. Chaque patch est ensuite aplati et projeté dans un espace de dimension supérieure à l'aide d'une couche linéaire, créant ainsi une séquence de vecteurs qui représentent chaque patch et qui sont les tokens dans les Transformers originaux. Des tokens supplémentaires peuvent être ajoutés à la séquence initiale et apprises par le modèle. Par exemple, pour des tâches de classification, on ajoute un token qui s'appelle CLS pour token de classe. Alors à partir de maintenant, on va utiliser les termes patch embedding et token indistinctement pour faire référence à ces représentations de patch. Ces patch embeddings passent ensuite par une série de couches d'encodage composées de plusieurs sous-couches importantes. La première est la couche d'attention multitête, qui permet au modèle de se concentrer sur différentes parties de l'image simultanément. Chaque tête d'attention dans cette couche apprend à capturer différents types de relations spatiales entre les patch embeddings. Ensuite, les résultats sont combinés et passés par une couche MLP, Multilayer Perceptron, qui affine les représentations extraites. Chaque couche inclut également des mécanismes de normalisation pour stabiliser et améliorer l'apprentissage.
La normalisation standardise les sorties des sous-couches, facilitant ainsi le processus d'apprentissage. Les vecteurs enrichis traversent plusieurs de ces couches d'encodage, ce qui permet au modèle de capturer efficacement le contexte global dans les images. Enfin, une tête de classification ou un autre type de couche de sortie est utilisé pour effectuer la tâche souhaitée, comme une classification ou la segmentation d'images. Cette approche permet au Vision Transformer de fournir des performances impressionnantes dans diverses tâches de vision par ordinateur. Alors, on va utiliser VIT pour faire référence au Vision Transformer dans la suite de cette vidéo, suivi d'une lettre qui indique sa taille. Par exemple, S pour Small, H pour Huge ou G pour Giant. Revenons maintenant à nos méthodes DINOv1 et DINOv2. Les auteurs ont comparé les diverses couches du VIT entre DINOv1 et DINOv2 dans le cadre de la méthode LOST. Cette comparaison leur a permis d'observer des anomalies dans les activations de certaines couches du VIT de DINOv2, des anomalies qui ne sont pas présentes dans la première version de Dino. Les auteurs ont commencé par chercher une définition claire de ces anomalies et ont observé que ces anomalies se caractérisent par des patch embedding ayant une norme très élevée comparée aux patch embedding dits normaux. Pour rappel, la norme, c'est la longueur d'un vecteur dans un espace vectoriel. Pour observer ces anomalies, nous allons nous pencher sur la figure 3. Le côté gauche de la figure 3 montre la norme des représentations extraites par Dino et DINOv2 pour une image de référence. Les anomalies sont ici clairement présentes. On peut observer les patchs dont la norme est très élevée en jaune comparé aux autres patchs en vert. Mais pour avoir une définition claire de ces anomalies, nous avons besoin d'établir une limite claire entre patchs normaux et patchs anormaux. Pour cela, on va passer au côté droit de la figure. Les auteurs ont affiché la distribution des normes des différents patchs en utilisant un petit dataset d'images. À gauche, on a la distribution pour Dino et à droite la distribution de DINOv2. L'axe X représente les normes et l'axe Y la proportion de patchs ayant obtenu cette norme. On peut voir que la norme des représentations de Dino ne dépasse pas 50, alors que la norme des représentations de DINOv2 se situe majoritairement entre 0 et 100, mais qu'une petite proportion ont une norme qui se situe au-delà. De plus, la distribution de DINOv2 est clairement bimodale, c'est-à-dire qu'elle a deux pics distincts. Cette observation a permis aux auteurs de définir un critère simple pour le reste de leur étude. Les tokens qui ont une norme supérieure à 150 sont considérés comme anormaux. Les auteurs précisent que ce seuil peut varier d'un modèle à l'autre. Nous utiliserons donc anomalies et valeurs aberrantes dans la suite de cette vidéo pour faire référence à ces tokens qui ont une norme au-delà de ce seuil. Le travail des chercheurs a donc été d'analyser les propriétés de ces anomalies, leurs conditions d'apparition et leur impact sur les performances du modèle. La première question donc, dans quelles conditions ces anomalies apparaissent-elles? Penchons-nous sur la figure 4 de l'article. La sous-figure A nous montre la distribution des normes pour les différentes couches d'encodage d'un VIT de 40 couches. L'axe X montre les différentes couches, l'axe Y la norme, et les couleurs claires font référence à une plus grande proportion. On observe principalement une chose, les anomalies apparaissent au-delà de la 15e couche. C'est ce que nous indique cette partie claire au-dessus de la bande principale dans la partie droite de la figure. La sous-figure B nous montre également cette distribution, mais pour les différentes itérations pendant l'entraînement. Elle nous permet de voir que ces anomalies apparaissent après le premier tiers de l'entraînement. Et pour finir, la sous-figure C nous montre cette distribution pour les différentes tailles du VIT. On peut voir que les valeurs aberrantes apparaissent seulement dans les trois plus grands modèles, les VIT larges, Huge et Giant. On peut donc conclure que ces anomalies apparaissent pendant l'entraînement dans les couches supérieures de grands modèles Vision Transformer. Essayons maintenant de comprendre pourquoi ces anomalies apparaissent. Et pour ça, on doit comprendre quelles informations ces tokens contiennent. Pour cela, les auteurs ont voulu mesurer la redondance d'informations dans les parties contenant ces anomalies. Ils ont évalué la similarité entre ces tokens anormaux et 4 patchs voisins. La méthode est simple. On calcule la similarité cosinus entre un token anormal et ses 4 voisins à l'entrée du VIT. Pourquoi à l'entrée? Parce qu'on veut comparer les informations entre des parties voisines de l'image. Il nous faut donc les patchs
avant que l'information qu'elle contienne ne soit modifiée par les couches d'encodage. Si on a un haut score de similarité, cela veut dire qu'on a des informations similaires dans les patchs voisins et donc que les patchs évalués contiennent de l'information redondante. Si le score de similarité est bas, le patch contient de l'information qui est unique à cette partie de l'image. Imaginez un ciel bleu, les différents patchs qui couvrent ce ciel bleu contiennent des informations similaires et donc redondantes. Les résultats de cette analyse se trouvent dans la figure 5. Le côté droit nous montre la distribution de la similarité cosinus entre les patchs donnés et ses patchs voisins. La similarité cosinus peut avoir une valeur entre -1, similarité inverse, et 1, similarité positive, le 0 signifiant que les deux valeurs sont indépendantes, aucune similarité donc. L'axe X représente les valeurs de cette similarité cosinus, alors que l'axe Y montre la densité, la proportion de ces valeurs. La courbe bleue nous montre la distribution des similarités cosinus, des patchs normaux, et l'orange celle des patchs présentant des anomalies. On observe un pic de la courbe orange vers la gauche du graphe, c'est-à-dire vers les hautes valeurs de similarité. Cela veut dire que les anomalies sont issues de patchs qui ont un haut degré de similarité avec les patchs voisins. Cela suggère qu'ils contiennent de l'information hautement redondante et que le modèle peut donc jeter cette information sans endommager ses performances. Cette observation est confirmée par la figure 2. On peut voir des images de référence à gauche et ensuite les cartes d'attention extraites de différents modèles d'OpenClip à DinoV2 Giant. Et on observe que les anomalies en vert clair et jaune sur les cartes d'attention sont systématiquement présentes sur les fonds, dans le ciel bleu de l'image du haut ou encore sur le fond vert de la troisième image. Cela confirme que les anomalies sont issues de patchs, de parties de l'image d'entrée qui contiennent de l'information redondante et donc inutile pour le modèle. Mais continuons notre analyse de ces anomalies. Pour comprendre leur nature, les auteurs ont sondé ces anomalies pour détecter différents types d'informations. Pour cela, ils ont considéré deux tâches, la prédiction de position et la reconstruction de pixels. Pour ces tâches, les auteurs ont entraîné des modèles linéaires sur les patch embedding et ont mesuré les performances obtenues. Ils ont ensuite comparé les performances obtenues par les tokens anormaux et les tokens normaux, afin de voir si les tokens anormaux contiennent des informations différentes. La figure 5b montre les résultats obtenus sur ces deux tâches. Avant d'entrer dans les couches d'encodage, on ajoute aux représentations des patchs leur position dans l'image. La première tâche consiste donc à prendre les représentations dans les couches supérieures et à essayer de récupérer cette information de position. Mesurer le taux d'exactitude sur cette tâche permet aux auteurs de voir si cette information de position est toujours présente. La figure 5b nous apprend que les tokens anormaux ont un taux d'exactitude beaucoup plus bas que les autres tokens, avec 22,8% contre 41,7% respectivement. Cela nous permet de conclure que les tokens qui présentent des anomalies contiennent beaucoup moins d'informations sur leur position dans l'image que les autres tokens. La deuxième tâche suit le même principe, mais on essaye cette fois de reconstruire les pixels du patch d'entrée pour voir également si cette information est toujours présente. La figure 5b montre que la distance L2 entre les pixels d'origine et la reconstruction est plus grande pour les tokens anormaux. Cela montre que ces tokens anormaux contiennent moins d'informations qui permet de reconstruire les pixels d'origine contenus dans le patch. On peut conclure à partir de ces expériences que les tokens anormaux contiennent peu d'informations locales, c'est-à-dire d'informations concernant de petites parties de l'image en opposition à l'information globale qui concerne l'image dans sa globalité. La question suivante est donc, quelle quantité d'informations globales ces tokens contiennent-ils? Nouvelle évaluation donc, cette fois sur une tâche de classification. Voici la méthodologie utilisée par les auteurs. Chaque image dans un dataset de classification est passée à DinoV2 Giant et les patch embedding finaux sont extraits. Une de ces représentations est choisie au hasard parmi les tokens normaux et anormaux. Cette représentation est considérée alors comme la représentation de l'image entière. Une régression logistique est alors entraînée pour prédire la classe de l'image à partir de cette représentation, et le taux d'exactitude est mesuré. L'idée ici, c'est donc de comparer l'utilité des informations contenues dans les tokens normaux et anormaux sur une tâche qui demande de l'information globale sur l'image. Et les résultats sont présentés dans le tableau numéro 1.
La première ligne présente les résultats pour le token de classe, celui qui est utilisé dans les visions Transformer pour faire la classification, c'est un point de référence. La deuxième ligne présente les résultats obtenus avec les tokens normaux. Enfin, la troisième ligne présente les résultats obtenus avec les tokens contenant des anomalies. Les différentes colonnes représentent les différents datasets de classification utilisés. On observe que le token de classe est systématiquement plus efficace pour cette tâche de classification, et c'est normal. On observe ensuite que les tokens anormaux sont plus efficaces, là aussi systématiquement, que les tokens normaux sur cette tâche de classification. Cela suggère que les tokens contenant des anomalies contiennent plus d'informations globales que les tokens normaux. À partir de ces observations, les auteurs font plusieurs hypothèses et propositions d'amélioration. Première hypothèse, des modèles assez grands et suffisamment entraînés apprennent à reconnaître les tokens contenant de l'information redondante et les utilisent comme registre pour stocker, traiter et récupérer de l'information globale sur l'image. Deuxième hypothèse, même si ce comportement n'est pas mauvais en soi, le fait que ces anomalies apparaissent dans les patch embedding n'est pas désirable. Comme on l'a vu dans la figure 5b, de l'information locale est éliminée de ces représentations, heurtant possiblement les performances sur certaines tâches. Les auteurs proposent une amélioration simple, ajouter explicitement des tokens à la séquence d'entrée du modèle pour qu'ils apprennent à les utiliser comme des registres, un peu de la même manière que le token de classe. À la sortie du VIT, ces tokens ne sont pas utilisés, et les patch embeddings et le token de classe sont utilisés normalement comme représentation de l'image. Alors comment les auteurs ont-ils validé cette solution? Évidemment par une suite d'expériences qui consiste à entraîner un VIT avec ses registres supplémentaires pour ensuite effectuer une analyse quantitative et qualitative. Les auteurs ont effectué des analyses avec différents nombres de registres supplémentaires pour voir l'évolution des performances. Une fois le VIT entraîné, les auteurs ont utilisé une méthode de découverte d'objets non supervisés pour évaluer la qualité des représentations extraites de ce VIT. Les auteurs n'ont pas utilisé une seule méthode pour entraîner le VIT, mais en ont évalué 3. La première, c'est DEIT3, qui est une méthode d'entraînement supervisé pour des tâches de classification sur ImageNet 1K et ImageNet 22K. La deuxième méthode, c'est OpenClip, méthode connue qui consiste à aligner les représentations d'images et les représentations de leur description textuelle. Méthode dite aussi d'entraînement supervisé par du texte, ou encore faiblement supervisé. La troisième, c'est évidemment DINOV2, une méthode auto-supervisée cette fois, qui permet d'apprendre des représentations visuelles. On a donc 3 méthodes d'entraînement, une méthode dans chaque famille d'algorithmes d'apprentissage. Et on va se pencher maintenant sur la première figure. Sur la gauche, l'image de référence, et au milieu, les cartes d'attention des modèles sans registre supplémentaires. Et puis à droite, les cartes d'attention des modèles avec des registres supplémentaires. On peut observer directement que les cartes d'attention des modèles qui ont des registres supplémentaires ne présentent plus d'anomalies, et cela pour les 3 méthodes d'apprentissage. La figure 7 nous présente pour chaque méthode la répartition des normes des patch embedding pour les méthodes sans et avec registres supplémentaires. À chaque fois, la colonne de gauche présente la répartition des normes dans le modèle sans registre et celle de droite du modèle avec registre. Pour les 3 méthodes d'apprentissage, on peut observer les anomalies dans la colonne de gauche par ces points représentant des normes très élevées alors que les colonnes de droite n'en ont pas. Les anomalies ont donc bien disparu dans les représentations des modèles qui ont des registres supplémentaires. On sait donc que les registres supplémentaires permettent de faire disparaître ces anomalies, mais quel est leur impact sur les performances? Pour cela, le tableau 2 nous présente les résultats de plusieurs évaluations. À gauche, les 3 méthodes sont évaluées avec et sans registre supplémentaire sur 3 tâches. De la classification d'images sur ImageNet, de la segmentation sur ADE20K et de l'estimation de profondeur sur NYU-D. Ces tâches utilisent le linear probing, c'est-à-dire qu'on va utiliser les représentations extraites du VIT pré-entraîné et qu'on va juste entraîner une couche linéaire pour la tâche spécifique. À chaque fois, la première ligne nous présente les résultats sans registre et la ligne suivante avec registre. On observe que dans 5 cas sur 9, les modèles ayant des registres supplémentaires obtiennent des meilleures performances. Dans un cas, sur ImageNet, les résultats sont semblables. Et dans 3 cas, les modèles avec registres supplémentaires ont des performances légèrement inférieures.
On peut donc voir que l'ajout de registres supplémentaires ne semble pas dégrader les performances des modèles, voire dans certains cas les améliore. Et comme le montre la figure 7 précédente, on a des cartes d'attention plus propres et plus faciles à interpréter. N'oublions pas le côté droit du tableau 2 qui présente les résultats sur une tâche de classification. Cette fois en 0 shot. Donc ici, on utilise le modèle préentraîné tel quel pour effectuer la tâche, sans entraîner une couche linéaire comme dans le cas du linéaire probing. Ici, on observe une performance légèrement meilleure pour le modèle avec des registres supplémentaires, avec un taux de succès de 60,1% contre 59,9%. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est naturellement, combien de registres supplémentaires doivent être utilisés? Quel est le nombre idéal? Pour répondre à cette question, la figure 8 nous présente le résultat des expériences précédentes avec différents nombres de registres supplémentaires. Ici, on se concentre uniquement sur le VIT qui a été préentraîné avec DinoV2. La partie du haut nous montre les cartes d'attention pour un VIT entre 0, aucun registre supplémentaire, et 16 registres supplémentaires. L'image tout à gauche est l'image de référence et on peut observer sur l'image suivante que les anomalies sont bien là, sans les registres supplémentaires. On observe également que ces anomalies disparaissent dès qu'on ajoute un registre supplémentaire. La partie du bas de la figure contient 3 graphes qui présentent les résultats sur les 3 tâches précédentes. Classification sur ImageNet, segmentation sur ADE20K et prédiction de profondeur sur NYUD. Mais cette fois pour des modèles ayant entre 0 et 16 registres supplémentaires. On peut observer qu'il semble y avoir un nombre optimal de registres supplémentaires et c'est le premier registre qui est le plus bénéfique aux performances. Le premier graphe nous montre une nette augmentation du taux de succès quand on ajoute jusqu'à 3 registres supplémentaires, l'augmentation est ensuite plus légère. Le même phénomène est présent en segmentation d'image et en prédiction de profondeur avec une nette augmentation pour le premier registre. Les méthodes de découverte d'objets non supervisés consistent à utiliser des modèles préentraînés comme DinoV1 et DinoV2 pour détecter des objets sans avoir besoin d'annotation. Une de ces méthodes, c'est donc la méthode LOST, et comme on l'a vu précédemment, on obtient de mauvaises performances lorsqu'on applique cette méthode sur des représentations extraites de DinoV2. Pour savoir si les registres supplémentaires permettent de pallier à ce problème, les auteurs ont appliqué la méthode LOST aux représentations extraites de VIT avec et sans registres supplémentaires, en utilisant de nouveau les 3 méthodes d'entraînement précédentes, DEIT3, OpenClip et DinoV2. Ils ont utilisé les datasets VOC 2007 et 2012 et Coco 20K, utilisés généralement pour de la segmentation d'images. Le tableau 3 présente le résultat de ces expériences. On a 3 sections de lignes, une par méthode d'apprentissage, à chaque fois avec et sans registre. On a 3 colonnes, une pour chaque dataset. Pour DinoV2 et DEIT3, ajouter des registres améliore significativement les performances en découverte d'objets. Pour OpenClip, les performances sont légèrement en dessous avec des registres supplémentaires. La figure 9 propose une évaluation qualitative des cartes d'attention d'un modèle avec des registres supplémentaires. On voit à gauche l'image de référence, ensuite la carte d'attention du token de classe, et ensuite les cartes d'attention pour les registres 0, 6, 8 et 12. On observe que les différents registres supplémentaires ne sont pas alignés et qu'ils semblent se concentrer chacun sur diverses parties de l'image. Un comportement émergent, intéressant pour de futurs travaux. Voilà, c'est tout pour cet article qui nous a permis d'entrer un peu plus dans le fonctionnement des Vision Transformers. On a vu que des anomalies apparaissent dans certains modèles, dont ceux entraînés avec DinoV2. Le précédent 5 minutes pour un papier était dédié à DinoV2 et je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Les auteurs ont décrit une méthode simple pour détecter ces anomalies en découvrant qu'elles correspondent à des tokens dont la norme dépasse un certain seuil à la sortie du Vision Transformer. En étudiant l'information qu'ils contiennent, on a pu déterminer que le Vision Transformer recycle automatiquement les zones où l'information est redondante pour y mettre de l'information globale sur l'image lors de l'inférence. En se basant sur ces observations, les auteurs ont proposé une amélioration, ajouter des registres supplémentaires qui ne sont pas utilisés à la sortie. Cette amélioration fait disparaître les anomalies dans les modèles DinoV2 mais aussi DEIT3 et OpenClip et augmente légèrement les performances sur plusieurs tâches, plus spécialement sur les tâches nécessitant de l'information locale.
L'annexe de l'article présente des informations complémentaires comme des analyses plus approfondies des résultats d'expérience. Si vous avez des questions ou que vous voulez plus d'informations sur une partie de l'article, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo pour faire vivre la chaîne, et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Artificialis, à bientôt.